Alors, bon, comme l'a dit Monsieur Detrey, je suis chercheur à un laboratoire toulousain, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, laboratoire qui s'appelle le LEGOS, c'est un peu compliqué. Et puis je travaille aussi à temps partiel en Suisse, à Berne, dans un institut international, et voilà. Mais mon activité, c'est surtout la recherche. Alors, je vais commencer, je vais essayer de ne pas tomber d'abord, par cette diapositive, pour vous rappeler qu'en moyenne, la Terre a une température de 15 degrés. Alors c'est en moyenne. C'est quand on moyenne tous les relevés de température sur toute la planète, sur tous les continents, et y compris ce qu'on peut mesurer sur les océans. On trouve que la Terre a une température autour de 15 degrés. En fait, cette température, elle est assez clémente. 15 degrés, c'est assez clément. Mais ça, c'est principalement dû au fait que dans l'atmosphère de la Terre, il y a des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. On va en reparler dans un moment. En particulier la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, qui ont un pouvoir réchauffant. Et je vais expliquer un petit peu plus en détail dans un moment. Et grâce à eux, donc à la présence à l'état naturel de ces gaz à effet de serre, eh bien, la température de la Terre est de 15 degrés. S'il n'y en avait pas, eh bien, la température de la Terre, ça serait moins 18 degrés. Alors moins 18 degrés, c'est froid et on ne sait pas trop si finalement, bien que la vie apparaisse partout, dans des conditions extrêmes, même sous les glaces de l'Antarctique, on ne sait pas trop comment la vie aurait évolué avec une température aussi basse. Donc, les gaz à effet de serre, c'est bien parce qu'ils nous permettent d'avoir une température clémente. Alors, en fait, là, c'est juste une illustration des principaux gaz à effet de serre. Alors, il y a la vapeur d'eau, bien sûr, mais il y a aussi le dioxyde de carbone, le méthane et puis d'autres gaz. Tous les corps, y compris la Terre, qui est une planète, émettent de l'énergie. Et c'est la longueur d'onde de cette énergie rayonnée, elle dépend de la température moyenne. Et pour la température de la Terre, comme on a vu, est de l'ordre de 15 degrés, ben c'est dans le domaine des infrarouges, donc la Terre émet un rayonnement infrarouge. Et il se trouve que ces gaz, qui sont dans l'atmosphère, eh bien, absorbent une partie de ce rayonnement infrarouge et remettent dans toutes les directions, y compris vers le bas, vers la surface de la Terre, et réchauffent la Terre. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'état naturel, et c'est très bien. Alors ce qu'on a observé depuis quelques décennies, c'est que la Terre, en fait, elle reçoit son énergie du Soleil, et elle devrait réémettre autant d'énergie, pas dans le même domaine de longueur d'onde, puisqu'on a dit qu'elle réémet dans le domaine infrarouge. Elle devrait remettre vers l'espace autant d'énergie qu'elle reçoit du Soleil. Si ce n'était pas le cas, elle se réchaufferait en permanence et bon, la nature est bien faite et normalement la Terre elle devrait être en équilibre énergétique. Sauf que, donc elle devrait être comme c'est indiqué à gauche de cette image. Sauf que depuis quelques décennies, on a des observations, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui montre que la Terre, elle est en déséquilibre énergétique. C'est-à-dire que, comme c'est schématisé ici, très simplement, elle réémet vers l'espace moins d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ça veut dire qu'elle accumule de l'énergie. Et comme on va le voir, cette énergie, c'est de la chaleur. Donc elle se réchauffe. Alors on vit depuis quelque temps dans un monde plus chaud, et ça va continuer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température de l'air en surface augmente, la température de l'eau de mer augmente aussi, puis ça veut dire aussi que les glaces fondent, on va le voir, et puis que le niveau de la mer monte, et puis il y a tout un tas de phénomènes qui sont liés à ce monde plus chaud. Alors pour illustrer ça, je vous montre ici une courbe de la température moyenne de la Terre telle qu'elle a évolué. Ici c'est depuis 1850. Donc on a des mesures de température sur les continents, partout. On peut aussi mesurer sur les océans, en particulier maintenant à partir des satellites. Et on peut produire ce genre de courbe. Donc vous avez le temps ici, 1850. Là on est aujourd'hui à droite. Et puis vous voyez comment évolue cette température quand on la moyenne
sur l'ensemble de la planète. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que depuis 1950, ça monte de façon quasi linéaire. Je vais approcher ça un peu. Et il se trouve que les dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées depuis qu'on a des mesures directes de la température. Le point rouge, là, c'est 2018, et 2018, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Donc, en moyenne, quand on moyenne sur l'ensemble de la planète, depuis le début depuis 1850, et on a coutume de dire depuis le début de l'ère industrielle, même si l'ère industrielle a commencé un petit peu avant, eh bien, la température moyenne de la Terre, elle a augmenté de plus 1 degré. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais on verra tout à l'heure que plus 1 degré, ça a des conséquences assez importantes. Juste pour vous donner une idée, vous savez qu'il y a 20 000 ans, la Terre était dans un âge glaciaire, et donc il y avait des calottes de glace sur toute l'Amérique du Nord, sur la Scandinavie, et puis ça descendait même sur une partie de l'Europe. Et la température moyenne de la Terre, elle était seulement moins 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc vous voyez, 1 degré, 2 degrés, ça a des conséquences. Alors là, c'était en négatif, et nous, on va plutôt vers du positif, mais ça a des conséquences, comme on va le voir, assez considérables. Donc on a déjà augmenté d'1 degré, et donc on verra tout à l'heure que vous avez tous entendu parler de l'accord de Paris en 2015. On voudrait que cette élévation de température par rapport au début de l'ère industrielle ne dépasse pas 2 degrés. Donc on a déjà consommé la moitié, on va dire. Alors, pourquoi cette température augmente? C'est toujours à cause des gaz à effet de serre, mais cette fois-ci, ce n'est pas les gaz à effet de serre présents à l'état naturel dans l'atmosphère, c'est ceux que les humains, nous les humains, émettons par nos activités. Donc ça crée un effet de serre additionnel. Alors, ces activités humaines, on sait bien à quoi est dû cet effet de serre additionnel. C'est lié à l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, principalement. Aussi la déforestation, on le verra tout à l'heure. Et sur cette figure, vous avez une courbe qui vous montre les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Ici, c'est depuis 1990, ça a commencé avant, mais cette courbe-là, elle commence en 1990 et vous voyez que ça augmente continuellement. Il y a des petites périodes où ça diminue un peu. Là, vous voyez en 2008, au moment de la crise économique, ça diminue un petit peu, puis c'est reparti à la hausse. Et ça ne fait que continuer. Alors, ce qui est écrit en haut, là, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, on a consommé 2000 GT, ça veut dire giga, ça veut dire une gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. Donc on a consommé 2000 milliards de tonnes de CO2, on a émis plutôt, et ça c'est réparti en ces 2000, il y a 1300 qui viennent des ressources fossiles, la combustion du gaz, du pétrole et du charbon, je l'avais oublié tout à l'heure, et 700 qui viennent de la déforestation. Donc voilà à peu près la répartition, et voilà ce qu'on a déjà consommé, ou émis dans l'atmosphère. Alors ici, sur cette figure, on voit les émissions. Alors là, c'est depuis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est depuis 1960, et par région du monde. Alors, on peut regarder l'Europe, c'est la courbe bleue. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, vous voyez, l'Europe émet de moins en moins. Les États-Unis aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les États-Unis, bon, la courbe est légèrement décroissante. Par contre, si vous regardez l'Inde, ça ne fait qu'augmenter. Et puis la Chine, ça a énormément augmenté depuis le début des années 2000. Là, depuis quelques années, c'est un peu plat. Et puis la courbe noire, c'est tout le reste du monde. Et donc, vous voyez, ça ne fait qu'augmenter. Quand on fait la somme de toutes ces courbes-là, enfin de toutes ces émissions par région, on obtient la courbe que je vous ai montrée précédemment. Alors la figure suivante, c'est donc les émissions par type de combustible fossile. Donc le gaz, c'est la courbe bleue.
Le charbon, c'est la courbe marron. Alors vous voyez que c'est quand même lui qui domine encore, même si depuis quelques années, ben, on a une tendance un petit peu à la diminution, mais c'est quand même les émissions liées au charbon qui dominent. Et puis la courbe noire, c'est le pétrole. Et aujourd'hui, en termes de concentration, alors il y a plusieurs types de gaz à effet de serre, mais celui qui domine, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Il y a aussi le méthane, et on a l'habitude de tout exprimer en CO2 équivalent. Et donc, aujourd'hui, dans l'atmosphère, on peut mesurer une concentration des gaz à effet de serre, donc en équivalent CO2, de l'ordre un peu supérieur à 400 ppm. ppm, ça veut dire parties par million, ça veut dire que vous avez 1 ppm, c'est une molécule de CO2 par rapport à 1 million de molécules d'air. Donc aujourd'hui on est à 400. Alors c'est un chiffre qui ne vous parle sans doute pas, mais alors attendez, c'est cette figure que je voudrais vous montrer. Eh bien c'est une concentration qu'on n'a jamais atteinte au cours du dernier million d'années. Alors c'est illustré sur cette figure. Cette figure, vous avez le temps en ordonnée, en abscisse, pardon. Donc le présent est à droite. Moins 800 000 ans, c'est à gauche. Et donc vous avez les années, là, donc moins 800, moins 700 000 ans, etc. Et la courbe bleue, eh bien, c'est la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la Terre, telle qu'on peut la mesurer à partir des bulles d'air qui sont piégées dans les glaces de l'Antarctique, par exemple, ou du Groenland, mais enfin, c'est plutôt l'Antarctique ici. Donc on voit des oscillations qui correspondent au cycle glaciaire interglaciaire. Quand la Terre connaît un cycle glaciaire, eh bien, bon, il fait plus froid d'abord, et il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, et puis quand il fait plus chaud, quand on est en période interglaciaire, comme on est en ce moment, mais on a plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez que pendant le dernier million d'années, on n'a jamais dépassé une valeur de autour de 270 parties par million en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et puis depuis le début de l'ère industrielle, eh bien c'est la courbe rouge là, que vous voyez complètement à droite. Là on arrive à aujourd'hui on est à 410, 415. Donc vous voyez qu'on a dépassé tout ce qui s'est passé au cours du dernier million d'années. Là, je reviens sur la figure que j'avais passée, qui vous montre des mesures justement de la concentration de l'atmosphère, du CO2 dans l'atmosphère. Ici, c'est à Hawaï. Donc, la courbe rouge, c'est parce qu'il y a des oscillations saisonnières qui viennent de la végétation. Quand dans l'hémisphère nord, on est en printemps, en été, il y a plus de végétation, bien sûr, qu'en hiver. Et donc, la végétation elle a tendance à absorber le CO2. Et puis en hiver c'est l'inverse, donc il y a des oscillations saisonnières, annuelles, et puis la courbe noire c'est la courbe moyenne, si on enlève ces oscillations saisonnières. Et là vous voyez, cette dernière mise à jour, le 5 juin, on est le 7 aujourd'hui, donc il y a 2 jours, et vous voyez enfin c'est la dernière mise à jour, et les dernières mesures indiquent qu'au mois de mai 2019, eh bien, on est à 415, en mai 2018 on était à 411, et puis si on redescend, si on retourne dans le passé, ben, on était de plus en plus bas. Donc on ne fait que augmenter, on continue à augmenter. Donc celle-là on l'a déjà vue. Alors, en fait la situation elle pourrait être bien pire, parce que on émet du CO2 par les combustibles fossiles, un peu par la déforestation. Vous avez les pourcentages ici. Ça, c'est en moyenne pour la dernière décennie. Donc, ce qui domine, c'est les combustibles fossiles, 87%. On a la déforestation qui continue, comme vous savez, en Indonésie, en Amazonie, 13%. Et j'ai dit la situation pourrait être bien pire, parce que, en fait, il ne reste que la moitié de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parce que sur la Terre, on a depuis la végétation qui absorbe à peu près 30% du dioxyde de carbone émis par les activités humaines, et l'océan qui en absorbe un petit peu plus de 20%. Et du coup, il n'en reste que la moitié dans l'atmosphère. S'il n'y avait pas ces puits de carbone, enfin de CO2, eh bien, le réchauffement serait encore bien plus important.
Sauf que il y a un prix à payer pour ça, en particulier pour l'océan, parce qu'il absorbe une partie du CO2 émis par les activités humaines, et comme vous en avez sûrement entendu parler, eh bien, l'eau de mer devient de plus en plus acide. Ça, on le mesure, et d'ailleurs, on a une courbe ici qui l'illustre, qui est une mesure, bon là c'est à Hawaï, mais c'est partout pareil sur la planète, qui montre la diminution du pH de l'eau de mer au cours du temps, là c'est depuis 1990, donc l'eau de mer devient de plus en plus acide, et ça a un impact négatif, pas bon, sur les organismes marins. Et donc c'est le prix à payer du fait que l'océan, c'est un puits de carbone, et il absorbe une partie de nos émissions. Alors je reviens sur cette figure que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. On est dans cette situation aujourd'hui. La Terre accumule de l'énergie, elle accumule de la chaleur. Alors la question que vous posez peut-être, c'est où est-ce qu'elle va cette chaleur? En fait, elle va essentiellement dans l'océan. C'est illustré sur cette figure. Donc si on fait une moyenne de cet excès d'énergie, cet excès de chaleur qui a été émis, là c'est au cours des 50 dernières années par les activités humaines, on voit qu'il y en a 93% qui est absorbé, qui est stocké dans l'océan. C'est le grand réservoir de chaleur du système climatique. Alors pourquoi? C'est parce que l'océan a une grande inertie. Le pouvoir calorifique de l'eau est bien plus important que le pouvoir calorifique de l'air. Et puis par rapport à l'atmosphère, la masse de l'océan, c'est 300 fois la masse de l'atmosphère. Donc il a une grande inertie thermique, et cette chaleur, elle va dans l'océan et non pas dans l'atmosphère. Alors vous voyez que c'est 93%, les 7% qui restent, ils servent d'une part à réchauffer la surface des continents, à réchauffer l'atmosphère, 2%. Alors quand on parle du réchauffement et quand on pense à l'élévation de température de la Terre, c'est la courbe que je vous ai montrée au début, en fait ce n'est que 2% de cet excès de chaleur qui est lié aux activités humaines. Et puis les deux derniers pourcents, ils servent à faire fondre les glaces. On va le voir dans un moment. Et avec les conséquences dont je vais vous parler. Alors, l'océan, c'est non seulement le grand réservoir de chaleur du système climatique, mais cette chaleur stockée, elle augmente au cours du temps. Alors, on peut l'illustrer par cette figure qui représente ce qu'on appelle le contenu thermique, c'est toute l'énergie sous forme de chaleur qui est stockée dans l'océan. Vous avez toujours le temps ici, en abscisse. Ici, ça commence en 1960, ça va jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que l'océan se réchauffe en permanence. Et si on regarde où dans l'océan, quel océan se réchauffe le plus, c'est les parties en rouge ici. Et vous voyez que c'est l'Atlantique. Par rapport au Pacifique, il s'est beaucoup moins réchauffé. Donc il y a l'Atlantique et puis l'océan austral. Alors il y a une petite partie dans le Pacifique tropical, mais enfin vous voyez, c'est surtout l'Atlantique qui s'est le plus réchauffé. Alors on a vu qu'il y avait 2% d'énergie, de cet excès d'énergie qui faisait fondre les glaces. Et les glaciers de montagne, vous avez tous entendu parler de ça, et ils reculent partout dans le monde. Il n'y en a presque plus dans les Pyrénées. Et là, on a une image d'un glacier dans les Alpes suisses, qui a été photographié en 1900, et puis à peu près sous le même angle en 2008, il a complètement disparu, et ça c'est un phénomène absolument mondial. Mais ça, c'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est la glace qui fond sur ce qu'on appelle les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Alors ici, à gauche, on a une figure qui représente le recul au cours du temps d'un des plus grands glaciers du Groenland, qui s'appelle Jacobsen Isbrae. Il est situé là où vous voyez la flèche blanche. En 1850, le glacier, il avançait là. La mer est par là. Hein. Il avançait jusqu'ici. Puis en 2001, vous voyez ici, et puis en 2014, et en fait ça va de plus en plus vite. Ce recul là, et c'est vrai pour presque tous les glaciers côtiers du Groenland et puis aussi de l'Antarctique. Alors la conséquence de ça, la conséquence du fait que l'océan se réchauffe et que les glaces fondent, eh bien la mer monte. La mer monte.
avec des conséquences dont on va parler dans un moment. Et ici, j'ai une petite animation qui vous montre, si en moyenne, tous les points de mesure qu'on peut faire sur l'océan, on obtient ce genre de courbe qui montre l'élévation du niveau moyen de la mer. C'est la courbe rouge ici. Là, c'est depuis 1880 et c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, oui, ça recommence, voilà. Donc, vous voyez, la mer monte. Et c'est surtout de ça que je vais vous parler maintenant. Alors, au cours du XXe siècle, en fait, pour mesurer cette élévation du niveau de la mer, on utilisait, enfin, on utilise toujours des enregistrements réalisés par des instruments qu'on appelle des marégraphes, qui ont été placés il y a plusieurs décennies, voire 1 ou 2 siècles en Europe du Nord, qu'on appelle des marégraphes, et qui au départ étaient destinés à mesurer les marées océaniques pour les marins et pour les navigateurs. Et puis, comme certains sont en place depuis plus d'un siècle, eh bien, ils ont aussi enregistré non seulement les marées océaniques, mais cette évolution lente du niveau des océans. Et donc, dans certains sites, c'est les points rouges que vous voyez là, on a au moins 40 ans de mesure. C'est-à-dire que c'est grâce à ces observations, à ces enregistrements, qu'on est capable de faire la courbe que vous avez vue tout à l'heure, qui montre qui met en évidence qu'au cours du XXe siècle, le niveau de la mer a monté. Alors là, j'ai pas prévu de figure, mais avant, on a des enregistrements indirects, des indicateurs, différents types d'indicateurs qui nous disent que au cours des 2 derniers millénaires, en fait, le niveau de la mer, il est resté relativement plat. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, il y a 20 000 ans, la Terre connaissait une ère glaciaire, et le niveau de la mer, il était 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Puis la Terre s'est réchauffée, alors ça n'a rien à voir avec les humains, hein, c'est des phénomènes naturels. La Terre s'est réchauffée, le niveau de la mer a monté, et puis c'est stabilisé il y a à peu près 3000 ans. Et depuis 3000 ans, bah, c'est resté assez plat. Sauf depuis le début du XXe siècle, où ça a recommencé à monter. Et la cause, bah, on la connaît parce que c'est lié aux activités humaines. Alors, donc au cours du XXe siècle, ça a monté en moyenne de 15 cm. C'est pas beaucoup, mais c'est significatif. Et puis surtout, on va voir maintenant qu'on a des chiffres bien plus élevés pour aujourd'hui et pour le futur. Alors depuis à peu près un petit peu plus de 25 ans maintenant, on utilise des satellites. Alors les satellites, c'est bien mieux pour mesurer le niveau de la mer parce que vous avez vu où étaient placés les marégraphes le long des côtes. Et donc les marégraphes, ils ne voient pas ce qui se passe en pleine mer. Et quand on parle du niveau moyen des mers, ben, c'est un peu gênant d'avoir des mesures uniquement le long des côtes continentales. Alors que les satellites, ils tournent autour de la Terre et ils couvrent l'ensemble du domaine océanique. Alors la figure suivante, c'est une petite animation qui vous montre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Alors ça va assez vite, mais je vais essayer de commenter en même temps. Donc voilà, vous avez un satellite qui a un radar à bord, comme il y a des radars sur les avions, etc., qui envoie un signal radar vers la surface, qui se réfléchit à la surface de la mer, et en mesurant le temps aller-retour du trajet du signal, on en déduit l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer. Alors, en fait, ce dont on a besoin, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, parce que ce qu'on veut, c'est connaître la surface de la mer par rapport à une surface qui ne bouge pas. Donc, il faut aussi connaître la position du satellite dans l'espace, mais ça, maintenant, depuis 50 ans, on sait bien faire. Vous savez, on a lancé beaucoup de satellites et on sait calculer la position des satellites dans l'espace. Donc ça, c'est ce type de mesure, on appelle ça une mesure altimétrique, c'est des satellites qu'on appelle des satellites altimétriques, qui mesurent donc la topographie de la surface de la mer, et puis surtout, puisque maintenant on a 25 ans de mesure, un peu plus, l'évolution au cours du temps de cette topographie. Alors ce qui est intéressant, c'est que les satellites, ils couvrent l'ensemble du domaine océanique en quelques jours, typiquement 10 jours. Alors, les traits blancs que vous voyez ici, c'est simplement la projection à la surface de la Terre de la trajectoire du satellite, ce qu'on appelle, nous, l'orbite.
Et au bout de 10 jours, le satellite il va repasser exactement sur la même trace, et puis il va recommencer à couvrir l'ensemble du domaine océanique. Alors on a pas mal de satellites en orbite, qui ont été placés en orbite, des satellites dits altimétriques pour mesurer la topographie de la surface de la mer. Au départ, c'était pas du tout pour mesurer la hausse du niveau des océans, parce qu'on pensait que c'était tellement petit que c'était inaccessible. Au départ, ces missions, elles ont été développées pour mesurer les courants océaniques, la circulation océanique. Parce qu'à partir de la topographie de la forme de la surface de la mer, on peut en déduire les courants océaniques. Et puis, comme c'est indiqué ici, il y a 40 ans, une mesure individuelle de la hauteur de la mer, réalisée par le satellite, avait une précision de l'ordre d'1 mètre. Il y a 25 ans, 10 cm, et aujourd'hui 1 cm. C'est-à-dire quand on mesure une hauteur de mer avec une mesure individuelle réalisée par le satellite, eh bien on aboutit à une précision, vous voyez, à peu près ça, ce qui est assez extraordinaire. Et c'est grâce à ce niveau de précision qu'aujourd'hui on est capable d'observer cette évolution du niveau des mers à partir de l'espace. Alors ici, à droite, vous avez la constellation, ce qu'on appelle la constellation, tous les satellites qui ont été lancés en ce moment. On en a 4 en orbite qui fonctionnent. Depuis Topex Poséidon en 1992, qui est une mission franco-américaine. Et puis il y a eu ses successeurs, toujours des missions franco-américaines développées par le CNES et la NASA, Jason 1, Jason 2, Jason 3. Il y a des missions aussi de l'Agence spatiale européenne, Envisat, Sentinel 3, et puis une mission qui s'appelle Saralaltika, qui est une mission franco-indienne développée de nouveau entre le CNES et puis l'Agence spatiale indienne. Donc il y en a qui ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, on a, comme je vous ai dit, j'ai dit 4, je crois, c'est ça, 4 satellites qui fonctionnent en ce moment, qui sont en orbite. Et grâce à l'ensemble de ces missions, eh bien, on est capable de produire ce genre de courbe qui vous montre, c'est l'équivalent de l'animation que j'ai montré tout à l'heure. Vous voyez l'évolution de la hausse du niveau des mers, mais c'est pour le XXe siècle, mais c'était basé sur les marées graves. Et ici, c'est basé sur ces mesures depuis l'espace. Et donc là, ça commence en 1993, parce que la première mission suffisamment précise pour faire ce genre de mesures, donc Topex Poséidon, lancée en 92, la courbe, elle démarre seulement en janvier 1993. Et là, le dernier point de mesure, eh bien, c'est tout récent, c'est fin avril. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mer, elle continue à monter. On voit même que ça accélère, puisque en fait c'est pas linéaire, vous voyez, c'est quelque chose qui montre une très nette accélération. Alors il y a des périodes où ça monte un tout petit peu plus vite de façon temporaire ou un tout petit peu moins. Ça c'est lié à des phénomènes, à la variabilité naturelle du climat. Bon, je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais vous avez tous entendu parler, j'imagine, du phénomène El Niño qui survient tous les entre 3 et 7 ans dans le Pacifique tropical, qui a des retombées climatiques à l'échelle de la planète entière, et ça a un impact sur le niveau de la mer. C'est-à-dire quand il y a un phénomène El Niño, la mer elle monte un petit peu plus de façon temporaire, et puis quand il y a ce qu'on appelle la phase froide de El Niño, c'est la Niña, et bien on a un phénomène inverse. Mais bon, en oubliant ça, vous voyez que ça continue à monter et que ça accélère. Alors la vitesse d'élévation aujourd'hui, c'est 3 mm par an. Alors, ça vous paraît pas beaucoup, 3 mm par an. Mais en moyenne, sur les 25 ans, ça fait quand même déjà 8 cm. Comparé aux 15 cm sur le XXe siècle, c'est déjà beaucoup. Mais surtout, ce qu'on a découvert grâce aux satellites, justement grâce au fait que les satellites ils couvrent l'ensemble du domaine océanique, c'est que ça ne monte pas partout à la même vitesse. Il y a des régions où ça monte beaucoup plus vite que d'autres. C'est toutes les régions que vous avez en rouge ici. Alors c'est le Pacifique tropical ouest, vous voyez aussi une partie du Pacifique nord, l'océan austral.
Et dans le Pacifique, si vous regardez le Pacifique tropical ouest, là, cette région où vous avez la tache rouge, eh bien la vitesse là, c'est à peu près 10 mm par an, ce qui veut dire que depuis 25 ans, la mer n'a pas monté de 8 cm, mais de 25 cm. 25 cm, ça commence à faire beaucoup, surtout dans ces régions où il y a beaucoup d'atolls, enfin d'îles basses, certaines étant peuplées, d'autres pas, mais certaines étant très peuplées. Donc 25 cm, ça commence à faire beaucoup pour des régions où la terre, elle culmine à 1 mètre ou voire 2 mètres au-dessus du niveau des mers. Alors, cette hausse du niveau de la mer, la mesure de la hausse du niveau des mers, c'est aujourd'hui considéré par les grands organismes mondiaux comme l'Organisation météorologique mondiale, qui est située à Genève, comme un des meilleurs indicateurs du changement climatique actuel. En fait, il y a 7 grands indicateurs qui ont été définis par cette organisation internationale. La température moyenne de l'air, la concentration en dioxyde de carbone, on en a parlé tout à l'heure, l'acidification de l'océan et le niveau de la mer. Pourquoi? Parce que le niveau de la mer, il répond, c'est un intégrateur de ce qui se passe dans le système climatique. On va le voir un petit peu plus en détail maintenant. Et pourquoi la mer monte? C'est parce que l'océan se réchauffe, donc l'eau se dilate, et la mer monte, et les glaces fondent, c'est pour rajouter de l'eau dans les bassins océaniques, ça fait monter le niveau de la mer. Et donc c'est un intégrateur des changements qui existent aujourd'hui dans le système climatique. Alors, question bien sûr que vous devez vous poser, est-ce que c'est expliquer pourquoi la mer monte de façon quantitative? Alors, là on l'a déjà évoqué, il y a donc 2 grandes causes. D'une part, le réchauffement de l'océan. Quand vous faites chauffer de l'eau, le niveau de l'eau dans la casserole il monte, c'est pareil dans l'océan. Et puis, quand vous mettez de l'eau dans la baignoire, le niveau monte, et là c'est pareil aussi, les glaces fondent et donc le niveau de la mer monte. Alors, on a la chance, depuis plusieurs années, 2 décennies à peu près, d'avoir différents systèmes d'observation qui nous permettent justement de quantifier chacune de ces contributions. Alors, il y a un grand système pour mesurer le réchauffement de l'océan, qui s'appelle, c'est un programme international qu'on appelle Argo, ne pas confondre avec Argos, le système de localisation que vous avez sûrement entendu parler, des balises sur les bateaux notamment, sur les animaux, etc. Là c'est Argo, et c'est un projet absolument remarquable qui consiste en 3900 flotteurs, à peu près 3900 flotteurs automatiques. Tous les pays participent, la France participe, plusieurs pays d'Europe, les États-Unis, plein de pays dans le monde. Donc, on a des flotteurs automatiques qui descendent dans l'océan jusqu'à 2000 mètres de profondeur en 10 jours, et puis en une journée, ils remontent à la surface, et quand ils remontent, le jour où ils remontent, ils mesurent la température et la salinité de l'océan à différents niveaux. Quand ils arrivent à la surface, ils envoient leurs données à des satellites collecteurs de données, et puis ils redescendent, ils replongent, etc. Et la carte que vous avez en bas, les petits points noirs, c'est la position des flotteurs. Alors ils bougent, bien sûr, mais là c'est une position, une date donnée, c'est le 5 juin. Si vous allez sur internet, vous tapez à Argo, et tous les jours vous avez des cartes comme ça qui vous donnent la couverture du système, des flotteurs et puis leur position. Et ça c'est tout à fait extraordinaire parce que ça veut dire que on est capable de calculer la température et la salinité, c'est aussi important pour d'autres problèmes, mais là pour notre problème c'est la température qui compte. On est capable de calculer en 3 dimensions la température de l'océan, donc partout et jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et c'est grâce à ces mesures qu'on en déduit la courbe que vous avez vue tout à l'heure, qui montre la quantité de chaleur qui est stockée dans l'océan et comment elle évolue au cours du temps. Alors là, la courbe, elle commence en 1960, il n'y avait pas Argo, parce que le projet Argo, il a démarré au début des années 2000. Il a vraiment démarré en 2005, quand il y avait toute une couverture globale.
Et avant, les mesures de température de l'océan, elles étaient basées sur les bateaux, les mesures faites à partir des bateaux, avec évidemment une couverture beaucoup moins bonne, mais c'est comme pour les marées graves tout à l'heure, on est bien content d'avoir quand même des mesures, même si la couverture n'est pas parfaite, pour voir ce qui s'est passé avant. Et puis depuis 2005, là, donc c'est basé sur Argo. Alors, pour mesurer la fonte des glaces, on a un autre système, et là qui est basé sur l'espace et sur des satellites. C'est une mission qui s'appelle GRACE, qui a été développée par les États-Unis et l'Allemagne. Malheureusement, la France n'a pas participé, mais les mesures sont accessibles et accessibles pour toute la communauté scientifique mondiale, y compris la communauté française. Alors GRACE, qu'est-ce que c'est? C'est deux satellites qui volent en formation, espacés d'à peu près, la distance entre les deux satellites, c'est à peu près 250 km, et avec un système micro-ondes, ils mesurent en permanence leur distance mutuelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut mesurer la fonte des glaces avec ça? Alors j'ai une petite animation qui essaye d'illustrer ce qui se passe. Alors là, vous avez une montagne. En fait, ce que mesurent ces satellites, c'est des anomalies de masse. En fait, c'est de la gravité, mais on peut traduire ça en anomalie de masse. Alors, quand on a une anomalie positive, comme une montagne, eh bien, voilà ce qui se passe. Vous avez le premier satellite, celui qui vole en avant. Quand il arrive au-dessus de cette anomalie de masse positive, donc la montagne, eh bien, il va accélérer, hein, c'est le principe fondamental de la dynamique pour ceux qui connaissent, il va accélérer, mais celui qui est en arrière, lui, il ne voit pas encore la montagne. Donc ça veut dire, si lui il accélère, ça veut dire que la distance entre les deux satellites, elle va augmenter. Et puis, on continue, voilà. Le deuxième satellite, il arrive à la montagne, il accélère aussi, mais le premier, il est loin maintenant devant, enfin, bon, pas trop sur l'image là, mais il est loin devant, il est plus sensible à la montagne. Le deuxième, il accélère, donc la distance, elle va diminuer. Et en mesurant partout, comme ça, autour de la Terre, ces variations de distance, on peut faire des cartes d'anomalies positives ou négatives de masse. Et c'est exactement ce principe-là qui a été utilisé par des chercheurs sur le Groenland et l'Antarctique, comme on peut suivre au cours du temps l'évolution, pour voir de combien la masse de glace des calottes polaires diminue au cours du temps. Et donc c'est des objets qu'on surveille avec attention, parce que si toute la glace du Groenland fondait, eh bien, la mer s'élèverait de 7 mètres, plus 7 mètres. Alors 7 mètres, ça veut dire beaucoup de zones côtières qui seraient complètement inondées. Si toute la glace de l'Antarctique fondait, le niveau de la mer s'élèverait de 55 mètres. Donc là, ça serait catastrophique. Mais ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour, vous inquiétez pas. Par contre, l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie instable du continent, et qu'on surveille de très près aujourd'hui, et qui perd beaucoup de glace, comme on va le voir, bien, si toute la glace de l'Antarctique de l'Ouest fondait, le niveau de la mer s'élèverait aussi de 7 mètres. C'est plutôt 5, j'ai fait une petite erreur là. Mais... Donc 5 et 7, ça fait 12. 12 mètres d'élévation au niveau des mers, ça veut dire beaucoup de régions du monde complètement inondées. Donc voilà comment on mesure, je passe sur celle-là. Voilà comment on mesure l'évolution de la masse de glace du Groenland et de l'Antarctique. Et là, vous avez une figure qui vous montre, au cours du temps, c'est toujours pareil, on a toujours le temps. Là. Donc là, ça commence en 1995, ça va jusqu'en 2015. En ordonnée, on a la masse on part de façon arbitraire de 0 en 1995 et on regarde comment la masse de glace du Groenland évolue au cours du temps et en l'occurrence là diminue au cours du temps. Et l'échelle c'est en milliards de tonnes, donc vous voyez 1000, 2000, 3000. On voit qu'aujourd'hui le Groenland a perdu 3000 milliards de tonnes en 20 ans. Et ce que vous voyez aussi, c'est que c'est pas linéaire et c'est en train de s'accélérer.
Alors on observe exactement la même chose, et ça c'est basé donc sur les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les mesures de cette mission Grèce. On peut faire exactement la même chose sur l'Antarctique, on fait la même chose sur l'Antarctique, et donc vous avez une courbe qui représente à peu près la même chose, là c'est pareil, c'est la diminution de la masse en milliards de tonnes, vous avez le temps ici, bon ici ça commence en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Là on a séparé les contributions de l'Antarctique de l'Ouest, la partie stable du continent, la péninsule antarctique et l'Antarctique de l'Ouest, la partie dont je vous parlais qui est instable, hein, cette partie-là qui est en rouge. Alors on voit que la partie est, elle est assez stable, elle ne part pas de glace pour l'instant, très très peu. La péninsule un petit peu, mais c'est surtout l'Antarctique de l'Ouest. Et quand on fait la somme des trois, ben on obtient la courbe violette qui ressemble beaucoup à la courbe que vous avez vue pour le Groenland. Donc les deux calottes, elles perdent de la masse et de façon accélérée. Alors pourquoi les calottes polaires perdent de la masse? Alors au Groenland, il y a... Bon, en fait, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, alors ici c'est un schéma qui représente la calotte polaire. Les calottes polaires elles ont à peu près cette forme-là. Vous avez l'océan à droite, le socle rocheux. Alors il y a les deux phénomènes qui font que la glace diminue. Le premier c'est bon, vous avez la neige qui tombe en hiver. Et puis en été, au moins en Groenland, la température elle peut monter au-dessus de zéro et donc la glace fond. Et si ça fond plus que les précipitations neigeuses d'hiver, eh bien la calotte elle va perdre de la masse. Ça c'est le premier phénomène. Et puis il y a un autre phénomène qu'on a découvert il y a moins de 20 ans, qu'on n'imaginait pas du tout, c'est que les calottes polaires elles perdent aussi de la masse par écoulement extrêmement rapide des glaciers côtiers vers l'océan. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on a découvert que les eaux périphériques, les eaux océaniques périphériques se sont réchauffées et à cause du réchauffement de l'océan, les plateformes de glace qui flottent et qui sont en avant de ces glaciers côtiers, eh ben, elles fondent par-dessous et puis à un moment elles se cassent, elles sont fondues, elles se cassent. Et les glaciers deviennent dynamiquement instables, ils deviennent instables et ils s'écoulent de manière extrêmement rapide dans l'océan. Alors au Groenland, on a les deux phénomènes qui jouent pour chacun 50% à peu près. Par contre en Antarctique, il ne fait jamais assez chaud en été pour que la glace fonde, la surface de la glace fonde. Donc c'est essentiellement ce phénomène d'instabilité dynamique qui est, et là c'est encore l'océan qui est en cause, c'est à cause du réchauffement de l'océan. Bon, alors ça c'est juste, c'est la même chose hein, qui illustre ce phénomène-là de... vous avez les eaux chaudes là qui sont représentées par ce courant rouge et ça fait fondre la plateforme de glace. On entend souvent, vous avez souvent entendu à la radio ou à la télévision que des fois il y a l'Antarctique qui perd des superficies gigantesques de plateformes de glace. C'est exactement ce phénomène-là qui arrive. Et quand ça arrive, eh bien la calotte elle devient instable et elle s'écoule dans la mer. Bon, ça je passe. Alors voilà, on a tous ces systèmes d'observation qui nous permettent de dire le réchauffement de l'océan ça va contribuer à tant de pourcents à la hausse de la mer, la fonte des glaces ça contribue à tant de pourcents. Et alors c'est un petit peu compliqué mais je vais passer assez vite. On est donc capable de calculer au cours du temps la contribution de chacune de ces composantes, hein, de l'expansion thermique de l'océan, c'est la courbe verte. C'est toujours le temps hein, ça commence toujours en 1993, là, après le lancement de notre satellite Topex-Poséidon. Et puis on a les contributions en rose, c'est les glaciers de montagne, j'en ai pas parlé, mais on mesure aussi depuis l'espace la fonte des glaciers de montagne. Et puis là on a la contribution du Groenland, l'Antarctique, etc. Puis quand on fait la somme de tout, on obtient la courbe rouge et on la compare à la hausse du niveau des océans mesurée par les satellites altimétriques, c'est la courbe noire. Puis vous voyez que ça marche bien, on est content. Voilà, on est capable d'expliquer. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça? En fait c'est très important parce que ça permet, parce que
on va parler un petit peu dans un moment de ce qui va se passer dans le futur. Pour le futur, bien, on utilise des modèles, on fait des simulations numériques, et les modèles, il faut les tester. Si les modèles ne sont pas capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on observe grâce à ces observations, à ces systèmes de mesure, ben, on n'a pas grande confiance dans ce qu'ils vont prédire pour le futur. Donc ça sert d'abord à valider les modèles de climat qui sont développés pour prédire les évolutions futures. Et puis c'est aussi important parce que d'abord ça permet, ça c'est plus technique, mais d'intercalibrer tous ces systèmes d'observation. Vous avez vu, on a des satellites altimétriques, on a des satellites comme GRACE, on a Argo. Tout ça, c'est des systèmes d'observation complètement indépendants. Et quand on a des systèmes d'observation assez complexes comme ça, on n'est pas à l'abri de dérives instrumentales, etc. Et ben, si on n'était pas capable d'expliquer ce qu'on observe, ben ça permettrait peut-être de mettre le doigt sur des problèmes instrumentaux de l'un ou l'autre système. Donc ça, c'est aussi important pour nous, pour les chercheurs. Et puis ça permet aussi de détecter des évolutions. Par exemple, une accélération importante, à un moment, de l'une ou l'autre composante, contribution qui va donner lieu à une accélération de la hausse de la mer. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses. Alors, vous voyez peut-être que, bon, c'est écrit en anglais, mais dans les contributions là qu'on estime, qu'on essaye de quantifier, il y en a une qui s'appelle Landwater, c'est les eaux continentales. Alors, c'est une petite contribution qui n'est pas négligeable et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur les continents, l'eau elle est stockée dans les rivières, dans les lacs, puis dans les sols aussi, hein, c'est la végétation pour sa croissance, elle puise de l'eau dans les premiers mètres du sol. Et puis il y a ce qu'on appelle les aquifères, les nappes profondes, où dans les régions semi-arides, eh bien, les populations vont pomper l'eau pour l'irrigation des cultures, par exemple, ou pour les besoins domestiques. Et cette eau stockée sur les continents, elle n'est pas immuable, elle évolue aussi en fonction, dans le temps, à cause du changement climatique, et puis aussi à cause des activités humaines. Alors, d'abord, il y a la variabilité naturelle du climat, ces phénomènes El Niño, là, dont on a parlé tout à l'heure, fait que ces stocks d'eau, ils sont un peu plus importants à certaines périodes, un peu moins importants à d'autres périodes, etc. Et c'est ce phénomène qui est la cause des petites oscillations que je vous ai montré tout à l'heure sur la courbe d'évolution du niveau des mers. Vous vous rappelez peut-être que quand on avait un phénomène El Niño, la mer elle montait un petit peu plus vite ou un petit peu plus pendant certaines périodes. Et pourquoi? Parce que pendant El Niño, il pleut moins sur les continents, il pleut plus sur la mer, sur l'océan, en particulier dans le Pacifique. Et puis inversement quand on a un phénomène La Niña. Mais ça ne cause pas de changement à long terme. En revanche, les activités humaines, alors il y en a deux types. La construction des barrages sur les fleuves, et donc pour stocker l'eau derrière les réservoirs, dans un réservoir, derrière les barrages, et bien ça fait baisser le niveau de la mer, parce que l'eau elle est séquestrée dans les réservoirs, et elle ne s'écoule plus dans la mer, donc ça fait baisser le niveau de la mer. Et puis il y a un autre phénomène, qui est le pompage de l'eau dans les nappes profondes, dans ce qu'on appelle les aquifères, pour les cultures, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc., pour l'irrigation. Et ça fait monter le niveau de la mer, parce que quand vous aviez de l'eau qui était séquestrée dans une nappe profonde, et puis qu'on l'amène à la surface, pour irriguer les cultures par exemple, elle va s'évaporer, puis elle va retomber en pluie quelque part, et puis elle va s'écouler dans le réseau hydrographique, et elle va finir dans la mer. Alors ces deux phénomènes, ils sont antagonistes. Ils sont à peu près du même ordre de grandeur, mais de signes opposés. Et il se trouve qu'on a des mesures qui sont certes pas très précises, mais on a quand même des mesures. Et aujourd'hui, c'est ce phénomène-là qui domine. Donc on pompe beaucoup d'eau, en particulier dans certaines régions du monde, la vallée du Gange par exemple, en Californie, etc. Et donc c'est une petite contribution qui n'est pas négligeable à la hausse de la mer. Donc là, c'est un effet des activités humaines directes, pas par l'intermédiaire du changement climatique, mais direct sur le niveau de la mer.
Là, c'est juste pour montrer les contributions sur deux périodes, la décennie 93-2004 et puis 2004-2015, pour montrer que, on a vu tout à l'heure que la hausse de la mer accélère, et c'est vraiment, bon, on sait pourquoi, et vous l'avez constaté tout à l'heure, quand on regarde les courbes de diminution de la masse de glace au Groenland et en Antarctique. Et donc là, on peut voir quelles sont les contributions qui sont vraiment responsables de cette accélération. Et c'est principalement le Groenland. Et les glaces, il y a la première, cette décennie 93-2004, elle contribuait pour un petit peu moins de 50%. C'est-à-dire toutes les glaces, les glaciers de montagne, l'Antarctique, le Groenland, et puis ça a augmenté, et ça ne fait qu'augmenter. Là, c'est un peu plus de 55%. Alors, oui, très brièvement, on a vu que la mer, elle ne montait pas partout à la même vitesse. Alors, vous allez vous demander peut-être pourquoi. Eh bien, c'est encore l'océan qui est responsable, là. Alors là, c'est une courbe, c'est la même courbe que tout à l'heure, mais tout à l'heure, on avait une courbe plane. Et là, bon, on l'a représenté différemment, et je vous avais dit, si vous vous souvenez, que c'est dans le Pacifique tropical ouest que la mer monte le plus vite. C'est 3 fois plus vite que la moyenne. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que, enfin, il y a des études qui ont été faites récemment, qui ont montré que, en fait, l'expansion thermique de l'océan, elle est beaucoup plus importante dans cette région qu'ailleurs. Et si vous comparez la vitesse d'élévation du niveau des mers à gauche, telle que mesurée par les satellites altimétriques, et l'expansion thermique de l'océan, telle qu'on peut le mesurer par exemple par le système Argo, vous voyez que les deux courbes, elles sont, c'est très bluffant, elles sont absolument identiques. Alors pourquoi la mer se dilate plus là qu'ailleurs? Les études ont montré qu'au cours des 20 dernières années, pour une raison qu'on ne sait pas expliquer encore, les alizés, enfin les vents d'est, les vents qui soufflent d'est en ouest, hein, dans le Pacifique tropical, se sont intensifiés. Ce qui fait qu'ils ont poussé les eaux chaudes de surface de la partie est du bassin vers la partie ouest. Et donc, il y a une couche dans l'océan qu'on appelle la thermocline qui sépare les eaux chaudes de surface, les quelques premiers 100 mètres, 100, 200 mètres, des eaux plus froides. Cette thermocline, elle s'est approfondie à cause de l'intensification des alizés. Et du coup, eh ben, il y a eu beaucoup plus de chaleur stockée dans cette partie ouest du bassin. La mer, elle s'est dilatée plus, enfin, l'eau de mer s'est dilatée plus et la mer a monté plus vite. Voilà. Donc voilà, la cause de ces variabilités régionales, c'est l'océan qui ne stocke pas la chaleur de manière uniforme. Il y a des régions où il stocke plus de chaleur que d'autres, donc ça fait dilater plus la mer que dans d'autres régions. Bon, alors, on va se projeter un petit peu dans le futur maintenant. Est-ce que ça va continuer à monter? Alors, je dis tout de suite, la réponse c'est oui. Et pendant longtemps, malheureusement. De combien? Ça dépend vraiment directement des émissions de gaz à effet de serre et de l'élévation moyenne de la température de la Terre. Alors tout à l'heure j'ai évoqué les accords de Paris sur le climat en 2015, en décembre 2015, vous vous en souvenez tous parce qu'on en a beaucoup parlé. Et je crois que c'est 195 pays qui ont ratifié cet accord et avec l'objectif que la température moyenne de la Terre ne s'élève pas de plus de 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, on a déjà augmenté d'1 degré. Donc ça nous laisse une petite marge de encore 1 degré, mais pas plus. Pour que le climat ne change pas trop, change pas de manière avec des emballements qu'on ne saurait pas maîtriser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter cette hausse de la température à 2 degrés? Il faut, c'est un peu compliqué comme figure, mais vous allez tout de suite comprendre, il ne faut pas émettre trop de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies. Alors, cette figure, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre des émissions de gaz à effet de serre au cours du temps. Donc ça commence en 1980 et là ça va jusqu'en 2100.
La courbe, donc c'est les émissions nettes hein, en milliards de tonnes de CO2. La courbe noire, c'est l'équivalent de celle que je vous ai montrée tout à fait au début, c'est-à-dire c'est les émissions observées. Donc c'est la courbe noire. Aujourd'hui, on est là, au point rouge, là. Et ce que vous avez à droite, c'est l'élévation de température associée à ces émissions de gaz à effet de serre par rapport au début de l'ère industrielle. Alors, donc vous avez le plus 2 qui correspond à l'accord de Paris, ici, par ici, là. Mais si on ne suit pas l'accord de Paris, ben, ça peut être plus 3 degrés, plus 4 degrés, plus 5 degrés, bon, c'est pas trop. Voilà. Alors, pour atteindre ces 2 degrés, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes d'émissions? Vous voyez, on est au point rouge, là. Et ben, ça veut dire que très vite, dans moins de 5 ans, il faudrait que cette courbe d'émissions, elle s'inverse, c'est-à-dire diminuer les émissions globales. Alors vous avez vu au début, hein, à l'échelle mondiale, on est plutôt sur une tendance positive. Il faudrait les diminuer pour atteindre 0 émission autour de 2050, 2060. Et puis, même au-delà, enlever du CO2 dans l'atmosphère. C'est assez ambitieux. Alors si on ne fait pas ça, si on continue à émettre au même rythme qu'aujourd'hui, on va plutôt aller vers les courbes grises, là, avec une élévation de température en 2100. Alors 2100, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est souvent une date que les climatologues utilisent parce c'est le futur, mais c'est pas un futur trop lointain, c'est un futur où l'humanité sent concernée, etc. Et donc voilà ce qu'il faudrait faire. Alors pour le niveau de la mer, c'est directement lié à la fois à l'élévation de température et donc aux émissions. Et voilà les figures. Alors là c'est uniquement pour le niveau moyen global, sans parler de ce qui vient en plus, hein, cette variabilité régionale qui dans certaines régions fait que ça peut être amplifié d'un facteur 2 ou 3. Donc là, c'est uniquement le niveau moyen global. C'est toujours le temps, pareil. Alors, sauf que là, ça commence vers 1980. Là, ça va un petit peu plus loin que 2100. 2100, c'est là. Et là, on va jusqu'en 2300. Alors, la courbe violette, là, c'est... ah oui, d'abord, je vous montre la courbe noire. C'est des observations. C'est l'équivalent de la figure du début, je vous ai montré. Sauf que l'échelle, là, elle n'est pas la même. Ici, on a des mètres. Tout à l'heure, on était plutôt en décimètres, mais maintenant, là, on a des mètres, plus 1 mètre, plus 2 mètres, etc. On va jusqu'à plus 6 mètres. Donc, on a les observations. Et puis, si on continue à émettre au même rythme qu'aujourd'hui, donc la température augmentée au même rythme qu'aujourd'hui, on suivrait plutôt la trajectoire violette, qui fait qu'en 2100, vers 2120, on aurait déjà plus 1 mètre à l'échelle en moyenne globale, et puis en 2300, on peut aller jusqu'à 4 mètres ou plus. Et si on suit, si on arrive à suivre les accords de Paris, en fait, ça correspond, parce que c'est exprimé aussi, les couleurs correspondent aux températures, hein, aux élévations de température, donc 2 degrés c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'en 2300, même en limitant l'élévation de température à 2 degrés, la mer elle va continuer à monter, et elle peut monter à plus d'1 mètre en 2300. Et ça, pourquoi? Alors je crois que j'ai une figure qui le dit après, mais je vous le dis quand même tout de suite, c'est parce que c'est à cause de la chaleur qui est déjà stockée dans l'océan. Cette chaleur, elle est là, elle est stockée. Et puis, à cause de la circulation océanique, la circulation océanique, elle est très lente, mais au fil du temps, il y a des régions où cette chaleur, elle retourne vers la surface, elle réchauffe l'atmosphère, elle réchauffe la Terre, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le dioxyde de carbone a une très très longue durée de vie, plusieurs centaines d'années, voire certains disent un millénaire. Donc, comme on a déjà beaucoup émis, vous vous rappelez, hein, on a vu qu'on a déjà émis 2000 milliards de tonnes de CO2 depuis le début de l'ère industrielle, ce dioxyde de carbone, il est là pour longtemps, et donc il va continuer son pouvoir réchauffant et réchauffer la planète. Et donc, la mer va continuer à monter. Et même, si on arrêtait demain les émissions de gaz à effet de serre, la mer elle continuerait à monter, parce que c'est un processus lent avec une grande inertie,
à cause de ce que je viens d'expliquer, l'inertie de l'océan et la durée de vie des gaz à effet de serre. Voilà, alors, 1 mètre, alors on pense que plus d'1 mètre à l'horizon 2100, c'est très possible. En tout cas, on va vers ça pour l'instant. Il faudrait vraiment inverser la tendance en termes d'émissions pour que ce soit moins. Donc on va plutôt vers plus d'1 mètre en 2100. Alors bien sûr, de manière progressive, c'est un phénomène lent. Alors plus d'1 mètre, ça fait ça pour la Camargue, par exemple. Ce que vous voyez, alors, le choix des couleurs n'est pas extraordinaire, il faut bien le dire, mais enfin, bon, vous avez la mer ici, la mer Méditerranée. Et les zones en violette, là, c'est les zones inondées de la Camargue avec plus d'1 mètre d'élévation. Et là, c'est par rapport à aujourd'hui, ou par rapport au début des années 2000, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez une grande partie de la Camargue inondée, ça c'est juste pour la France, je vous montre un exemple pour la France. Et puis, là, c'est pareil, plus d'1 mètre, vous voyez peut-être pas trop, mais la Vendée, là, il y a de grandes parties de la Vendée, puis du sud de la Bretagne, qui seraient sous l'eau. Et plus d'1 mètre, je dois vous le dire, c'est quand même tout à fait possible. Alors, ça j'en ai déjà parlé, au-delà du XXIe siècle, si on stoppait aujourd'hui les émissions, la mer continuera à monter, à cause des deux causes que j'ai déjà mentionnées. La longue durée de vie du dioxyde de carbone et l'inertie thermique de l'océan. Et puis, plus inquiétant, c'est qu'il y a des études récentes qui ont montré qu'au-delà d'un certain seuil de réchauffement, alors qu'il n'est pas aujourd'hui, les études, il faut les affiner, mais on dit plus de degrés, au moins plus de degrés. Donc, si au-delà de 2 degrés d'élévation de température par rapport au début de l'ère industrielle, la perte de masse de glace au Groenland pourrait s'emballer et devenir irréversible sur des échelles de temps très très longues, une dizaine de milliers d'années. Et donc, comme je l'avais dit au début, ça fait plus 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et donc, voilà, là c'est une grande incertitude. J'ai encore quelques minutes. Bon. Alors, je vais finir sur des nouvelles questions scientifiques que nous, les chercheurs, se posons, les nouveaux défis qui animent nos recherches. Alors, d'abord, ça c'est juste un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le niveau de la mer, on l'étudie à cause de ses conséquences, mais aussi parce que c'est un des meilleurs indicateurs du changement climatique. Et que aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, qui est quand même avéré, il y a encore quelques personnes qui remettent en question, mais quand même, il y a quand même beaucoup de faits, d'observations qui nous montrent que le climat est en train de changer et les causes, on les connaît bien. Et bien que la hausse du niveau des mers, avec les événements extrêmes, sont quand même les deux menaces majeures, les deux conséquences majeures de ce changement du climat. Alors, les défis pour nous, c'est quoi? Eh bien, vous allez être étonnés, mais en fait, on ne sait pas répondre à la question qui vient après. Voilà. Est-ce que le niveau de la mer à la côte monte à la même vitesse qu'au large? En fait, on ne sait pas. Alors, pourquoi on ne sait pas? Parce que, vous avez vu, on mesure avec les satellites. Les marégraphes, ils sont à la côte, mais on n'en a pas beaucoup. Il y a plein de régions du monde où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de mesure. Et le problème, c'est que les satellites, ils n'ont pas été conçus pour mesurer le niveau de la mer, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que quand le satellite arrive, par exemple, de la mer vers la côte, dans une bande à peu près 10 km, il ne sait pas mesurer le niveau de la mer. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a vu au début que le satellite émet un signal radar vers la surface, et puis la tâche radar au sol, elle fait plusieurs kilomètres. Et quand on arrive près de la côte, il y a des réflexions parasites qui viennent des terres émergées, et on ne sait plus trop interpréter le signal. Ce qui fait qu'à la côte, on n'a pas de mesure aujourd'hui. Enfin, on commence. Je vais vous montrer quand même des nouveaux résultats. Et on a des raisons de penser qu'à la côte, la hausse du niveau des mers
dans les zones côtières, près de la côte, c'est pas juste une extrapolation de ce qui se passe au large, parce que dans les zones côtières, il y a plein de phénomènes qui sont des phénomènes locaux qui n'existent pas au large. Par exemple, il y a des courants à petite échelle, des courants côtiers qui vont changer la densité de l'eau de mer et qui vont donc contribuer à une hausse différente de la mer. Et puis dans les deltas des fleuves, bon ici il n'y a pas d'exemple, mais dans les deltas des rivières, dans les estuaires, les deltas des grands fleuves, vous avez de l'eau douce qui est amenée à la mer. L'eau douce n'a pas du tout la même densité que l'eau de mer, et donc ça va changer encore la densité donc de l'eau des eaux côtières, et donc ça va changer le niveau de la mer. Puis il y a d'autres phénomènes, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plein de phénomènes à la côte qui peuvent faire que la hausse du niveau de la mer à la côte est complètement différente de la hausse au large. Alors, ben voilà, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la plupart des littoraux du monde sont en érosion. En Europe, il y a 75% des régions littorales qui sont en érosion. Globalement, à l'échelle de la planète, il y a 25% des plages sableuses. Et aujourd'hui, ben, on ne sait pas encore vraiment si c'est à cause de cette mer qui monte quand même, ou si c'est lié à des phénomènes naturels, par exemple les tempêtes hivernales, ou bien les aménagements côtiers, l'urbanisation, etc. On ne sait pas répondre à la question, parce que d'abord, on ne sait pas de combien la mer monte à la côte. Alors il se trouve que... ah oui, d'abord c'était juste pour vous les illustrer, mais ça vous avez déjà tous vu ça, ben, dans plein de régions du monde, on a ce genre de situation maintenant. En France, la côte aquitaine recule de manière considérable. Alors là on pense qu'on sait pourquoi, c'est les tempêtes hivernales, mais dans d'autres régions du monde, la question se pose. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a 10% de la population mondiale qui vit dans les zones côtières, les zones vraiment très côtières, c'est-à-dire à une altitude inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau des mers. Ça fait à peu près aujourd'hui 600 millions de personnes, et puis on pense que ce chiffre il va plus que doubler dans les prochaines décennies. Et la moitié de ces populations vit dans les zones urbaines, et il y a 11 des 15 plus grandes mégapoles du monde qui sont situées au bord de la mer. Bon, elles sont indiquées ici, et les zones en rouge là que vous voyez, ce sont les zones les plus peuplées du monde, et vous voyez que les côtes, notamment de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Afrique équatoriale, et puis une grande partie de l'Europe aussi, sont des régions côtières extrêmement peuplées. Alors ces zones côtières, en fait, c'est des zones qui subissent beaucoup de stress, parce que, d'abord à cause des phénomènes naturels, différents types de phénomènes naturels, bon, les tempêtes hivernales, comme on l'a vu, les transports sédimentaires, les apports... Il y a de moins en moins, sur les fleuves où on a construit des barrages, il y a de moins en moins de sédiments qui arrivent à la mer, et donc qui ne viennent plus alimenter les plages, et les plages, elles reculent, donc bon, là je suis en train de mélanger les phénomènes naturels et les phénomènes anthropiques, mais il y a donc aussi les activités humaines, voilà, les aménagements fluviaux. Dans plein de régions du monde aussi, on va chercher le sable sur les plages pour construire des bâtiments, et ça, c'est catastrophique pour les plages. Donc c'est des zones qui sont soumises à un très fort stress, et donc et en plus de ça, il y a la mer qui monte. Donc on voudrait savoir quelle est la contribution de la hausse du niveau des mers au recul du littoral qu'on observe de manière généralisée sur la planète. Alors il y a des efforts récents qui ont été menés par différentes équipes, y compris nous, dans nos équipes à Toulouse, pour essayer, je ne vais pas vous dire comment parce que c'est assez technique, mais de récupérer ces observations faites par satellite très près de la côte, et donc ainsi de répondre à la question, est-ce que la mer à la côte, elle monte à la même vitesse qu'au large? Et vous allez voir qu'on a des résultats qui sont assez surprenants. Là, je vous montre 3 exemples. Je pourrais vous en montrer plus, mais je vous montre 3 exemples. Un, par exemple, pour la Corse, un autre pour Côte du Portugal, et une autre pour l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Alors ces figures, elles représentent quoi?
En abscisse, vous avez la distance à la côte. La côte est à gauche, là où il y a écrit 0, c'est la côte. C'est en kilomètres, donc on va là, c'est des éléments qui vont de 15 km au large jusqu'à la côte. Et les courbes vertes, ça représente la hausse du niveau des mers, c'est en anglais, je suis désolée, trend ça veut dire tendance, hein, c'est la hausse du niveau des mers, en millimètres par an. Du large à la côte, ça c'est sur une période de 15 ans, pendant les dernières années. Et dans les 3 cas que je vous montre ici, ces 3 exemples, et on voit ça dans plein d'autres régions du monde, eh bien, au large, on a une certaine vitesse d'élévation. Par exemple, pour la Corse, c'est plutôt 0. Et puis, quand on s'approche dans les derniers kilomètres qu'on va vers la côte, ben, ça monte jusqu'à 10 mm par an. La Côte d'Ivoire, ben, c'est pareil. Là, on est un petit peu plus au-dessus de 0 au large, plutôt 5. Et puis, on monte au-delà de 10. Portugal, là, vous voyez, pareil, on est autour de 0, loin au large, loin de la côte, et puis ça monte. Et on a ce phénomène-là dans plein de régions, c'est-à-dire que dans les derniers kilomètres, on voit une hausse. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop encore l'expliquer, mais c'est des résultats tout à fait nouveaux qui montrent bien que quand on s'approche de la côte, il se passe quelque chose en plus de ce qu'on observe au large. Alors, là, c'était juste pour illustrer, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, avec toutes ces grandes mégapoles, là, vous voyez, qui sont, en plus des côtes basses, sableuses, qui pourront être très, très concernées par cette hausse de la mer. Et là, j'ai donc un dernier exemple, parmi ceux que j'ai choisis, qui vous montre. Alors là, c'est quoi? C'est la trace du satellite, c'est le satellite qui il va de la mer vers la Terre. Et donc, la hausse du niveau des mers, c'est le même type de représentation que tout à l'heure. On a la côte qui est à gauche, on est là au large, 15 km. On a une certaine vitesse d'élévation au large. Puis quand on s'approche de la côte, là c'est Dakar, ça monte beaucoup. Ça monte là d'un facteur plus que 2, presque 3. Voilà, c'est des choses, comme j'ai dit, qu'on ne sait pas encore expliquer, mais qui font partie des recherches les plus actuelles. Alors, le problème, c'est que c'est pas tout ce qui se passe à la côte. C'est que le niveau de la mer à la côte, c'est une chose, mais dans plein de régions du monde, le sol s'enfonce. Et si le sol s'enfonce, c'est comme si la mer montait. Donc les deux, vous avez d'un côté la mer qui monte, et puis de l'autre côté le sol qui s'enfonce, ça amplifie, quoi, tout simplement. Et c'est le cas dans plein de régions du monde, en particulier les grandes mégapoles asiatiques, et c'est illustré sur cette figure. On a toujours le temps ici, là c'est depuis 1900, ça va jusqu'à aujourd'hui. L'échelle, là, c'est en mètres. Subsidence, c'est en anglais, désolé, mais ça veut dire l'enfoncement du sol. La courbe verte, là, c'est Tokyo. Vous voyez que Tokyo s'est enfoncé de 4 mètres. Vous l'avez peut-être déjà entendu, 4 mètres entre 1900 et 1975. Et c'est à cause du pompage de l'eau dans les nappes profondes pour alimenter pour les besoins domestiques. Qu'est-ce qu'on a comme Jakarta, là, c'est 2 mètres et ça continue. Et puis on a le Vietnam, Bangkok, etc., Bali, etc. Et aujourd'hui, c'est ce phénomène-là, en termes de niveau de la mer relatif, qui domine dans plein de régions du monde, parce que là, c'est pas des millimètres par an, mais c'est des décimètres par an. Alors, dans le futur, la hausse du niveau des mers liée au changement climatique, c'est ce qui dominera. Et puis surtout qu'il y a quand même des villes, des régions qui ont pris le problème à bras-le-corps. Vous voyez que Tokyo, ça s'est arrêté. Ils ont arrêté de pomper et donc le sol s'enfonce plus. Mais il y a des régions où ça continue. Jakarta, ça continue, etc. Donc, c'est un problème supplémentaire. Et donc, vous voyez, c'est pas très ajustant. Et j'arrive à la fin. Alors, juste pour résumer, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que la mer monte, on l'observe, à une vitesse moyenne de 3 mm par an, depuis le début des années 90, que ça ne monte pas partout à la même vitesse. Dans certaines régions, ça va 3 fois plus vite.
que la moyenne globale. On s'est bien expliqué pourquoi ça monte. On voit que ça s'est accéléré au cours de... j'ai écrit la dernière décennie ici, mais presque les 2 dernières décennies, et que c'est dû à la fonte accélérée des calottes polaires, en particulier du Groenland, mais aussi un petit peu de l'Antarctique. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Ce qu'on sait aussi, c'est que la mer va continuer à monter pendant plusieurs siècles, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est de combien, et que ça dépend de nous. Et ça dépend de nous tous, et de ce qu'on va continuer à émettre dans l'atmosphère. Et puis, pour finir, mon dernier mot, c'est plus on attendra pour mettre en place les accords de Paris, plus la Terre va continuer à se réchauffer, et plus la mer va continuer à monter. Voilà. Et donc... Bon, je ne sais pas si je suppose que vous lisez tous l'anglais, mais sinon, c'est 2 requins qui sont bien contents que la mer monte, parce qu'ils se disent que bientôt, ils n'auront plus besoin d'aller nager jusqu'à l'île et puis qu'ils vont pouvoir faire un bon repas. Et j'arrête là. Merci beaucoup, Madame Cazeneuve, parce que c'était... Bon, c'est la 3e conférence sur le réchauffement climatique cette semaine. C'est certainement la dernière, l'an prochain, enfin la semaine prochaine, je crois que ce sera un peu plus gai. Non, je pense que... On parlera du canal du Midi dès lundi prochain, mais enfin bon, je crois que le niveau ne monte pas trop. Voilà, si vous avez des questions, par exemple sur ce phénomène côtier là, donc est-ce qu'il y a quand même des hypothèses qui ont été émises sur des... Pas encore, parce que c'est des résultats tout récents qui ont été obtenus, je dirais, ces tout derniers mois. Donc on n'a pas... c'est même des études qu'on fait à Toulouse, dans le cadre avec des partenaires européens, soutenus par l'Agence spatiale européenne. Oui, on a des hypothèses quand même, bien qu'on ne les ait pas encore quantifiées. Et, il est possible que ce soit lié à une intensification des vents près de la côte, et donc des vagues. Et si les vagues sont systématiquement plus hautes, eh bien, si il y a une tendance positive dans la hauteur des vagues, il y aura une tendance positive dans le niveau de la mer. Mais c'est une hypothèse. Pour l'instant, il faut qu'on le teste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'observations alors qu'au large, on a plein de systèmes d'observation à l'échelle globale qui nous permettent de quantifier les causes, les contributions. Là, à la côte, on est très très démunis. Et donc, il y a les vagues. Après, il y a d'autres exemples que je n'ai pas montrés là, où par exemple au large du Niger, au lieu de voir une augmentation de la hausse de la mer dans les 5 derniers kilomètres, on voit une baisse très, très nette, juste dans le delta du Niger. Et pareil, on ne l'a pas quantifié, mais on pense que c'est lié à l'apport d'eau douce du fleuve. Voilà. Mais bon, c'est des recherches en cours, ça. Je voulais le montrer pour montrer que quand même, vous voyez, on sait pas tout. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on a encore beaucoup de travail. Bonsoir, merci pour tous ces graphiques qui ont essayé de nous montrer que la mer montait inexorablement. Quand j'ai fait des études en géologie, on m'avait appris que la mer avait recouvert une grande partie de la France, par exemple, dans des temps retirés. Et ça voulait dire à l'époque qu'on était dans une période où la mer avait énormément monté. Il n'y avait pas de problème d'êtres humains qui faisaient des industries et qui polluaient, etc. Alors, est-ce que l'élévation du niveau de la mer, finalement, n'est pas quelque chose d'inexorable, qui n'a rien à voir, à la limite, avec les activités humaines. Et puis j'ai une deuxième question très très rapide. Je ne comprends pas
pourquoi le CO2 va rester longtemps dans l'atmosphère alors que c'est un gaz qui normalement est parmi les plus lourds qu'il y a dans l'air? Non? Bon, ça, la deuxième question, moi je ne suis pas une experte de la chimie de l'atmosphère, mais je pense que tous les gens qui... Il y a un consensus pour dire que le CO2 reste plusieurs siècles dans l'atmosphère une fois qu'il est émis. Mais bon, je n'irai pas plus loin, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'admis par les spécialistes de la chimie de l'atmosphère. Alors pour la première question, bah oui, bien sûr, si on regarde, j'aurais peut-être dû vous montrer une figure qui montre d'abord les variations de la température de la Terre au cours des temps géologiques, où il y a eu pendant des millions d'années, la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Au début, je vous ai dit 15 degrés, mais il y a, alors, je ne me rappelle plus exactement, 200 millions d'années ou quelque chose comme ça, la température moyenne, c'était 30 degrés. Du temps des dinosaures, c'était un petit peu plus tard, il faisait beaucoup plus chaud. La température a beaucoup fluctué, elle a été pendant de longues périodes à l'échelle des temps géologiques beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les continents, ils n'avaient pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui à cause de la tectonique des plaques. Et donc, il y a effectivement dans tout le sud de la France, là, dans les Corbières, l'Aude, il y a... alors je vais peut-être dire des chiffres qui ne sont pas tout à fait justes, mais 150-200 millions d'années. C'était recouvert par la mer. Mais donc oui, la mer, elle a fluctué de plus ou moins 100 mètres au cours des temps géologiques. Sauf que c'était sur des périodes extrêmement longues. C'est-à-dire que il y a eu des périodes où la mer était à 100 mètres plus élevée que... Alors peut-être pas qu'aujourd'hui, mais si, plusieurs dizaines de mètres plus élevée qu'aujourd'hui. Mais ces variations de vitesse, elles s'étalaient sur des dizaines de millions d'années. Là, on est en train de changer le climat sur une échelle de temps de quelques décennies. Vous voyez, moins d'un siècle. Parce que, si vous vous rappelez, une des premières figures que j'ai montrées, on voit l'élévation de la température, ça a commencé vraiment en 1950. Donc c'est l'accélération du phénomène, là, avec des amplitudes, bien sûr, qui ne sont pas de 100 mètres. Hein, on ne fait pas monter les activités humaines, il ne faut pas monter la mer de 100 mètres, mais si c'était 100 mètres, ça serait catastrophique pour l'humanité. Je ne sais pas s'il faudrait aller se réfugier dans l'Himalaya ou dans les Andes. Mais quelques dizaines de mètres, ça va impacter beaucoup d'humains dans les prochaines décennies. Donc c'est le problème de l'échelle de temps. Et bien sûr que la Terre, elle a connu des climats dans le passé, sur des échelles de temps très très longues, complètement différents du climat d'aujourd'hui. Ça, c'est bien connu, c'est bien répertorié. Mais aujourd'hui, l'humanité, elle s'est développée, elle a moins de 10 000 ans quand même. Enfin, les sociétés humaines, je ne parle pas d'Homo sapiens, hein, mais les sociétés humaines, elles ont commencé à se développer à la fin de l'ère glaciaire, il y a 10 000 ans. Et voilà, et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le nombre d'êtres humains a doublé depuis 1950, a triplé depuis 1950. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'il faut avoir dans la tête. C'est la démographie, on est 7 milliards, on va continuer à peut-être, je ne sais pas combien, mais les estimations c'est 9 ou 10 milliards en, je ne sais pas quand d'ailleurs, 2060, 2100. Voilà, et que la mer monte d'1 mètre en pleine mer, on s'en fiche complètement, ou 2 mètres. Ce qui est important, c'est les impacts que ça a sur les sociétés humaines. C'est pour ça qu'on s'en préoccupe et qu'on essaye de comprendre pourquoi. Monsieur Collado nous a indiqué hier que, comme pardon, vous... je ne sais pas qui... Ah, pardon, oui, je vous dis... Oui, hier nous avions une conférence avec Monsieur Collado, qui nous a dit, comme vous, que l'Antarctique était beaucoup moins concernée que le Groenland pour la fonte des glaces. Oui. Mais par contre, qu'on constatait le développement très important de lacs sous la calotte glaciaire. Oui, c'est vrai aussi, oui. Et est-ce que c'est lié... c'est dû aux mêmes causes, parce que c'est sous la calotte? Non, je pense pas. Je pense que c'est là qu'ils existent depuis longtemps. Enfin, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense qu'ils existent depuis longtemps, mais on ne les avait pas détectés, en fait.
Il y a le lac Vostok, là, dont il vous a peut-être parlé, qui est situé à 3000 mètres ou 4000 mètres sous la glace. Et il y en a d'autres, et en fait, on les a détectés. On en a détecté depuis l'espace grâce à l'image. Enfin, c'est pas exactement de l'imagerie, c'est pas des images optiques, mais des techniques radar je sais pas ce qu'il vous a dit, mais des techniques. C'est pas expliqué là-dessus, mais en fait, c'est des techniques radar qui permettent de voir où il y a des lacs. Et c'est simplement, oui, ils existent depuis longtemps, c'est pas lié au réchauffement climatique, parce que de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Antarctique elle perd de la glace uniquement à la périphérie et pas du tout, la calotte de glace en surface, elle fond pas, parce qu'il fait encore trop froid en été. Il n'y a pas de relation. Non. Merci madame. Il y a une petite fille qui veut poser une question. Et je suis sûre que je ne vais pas être capable de répondre. Pourquoi la Terre envoie moins d'énergie que le Soleil lui en donne? Eh ben, ouais, d'abord c'est une belle question ça. Bravo. Eh ben, c'est parce que justement, c'est à cause de ces gaz là dont j'ai parlé, hein, ces gaz à effet de serre, le CO2, le dioxyde de carbone, je ne sais pas encore ce que c'est, mais qui capte l'énergie, le rayonnement que la Terre devrait émettre vers l'espace, il est emprisonné par ces gaz-là dans l'atmosphère. Et du coup, l'énergie, elle s'en va pas vers l'espace, elle reste dans la Terre, enfin dans le système Terre. Et la Terre devient plus chaude. C'est à cause de ces gaz à effet de serre qui emprisonnent le rayonnement. Mais c'est normal ou c'est-à-dire que on aimerait bien que ce soit un peu moins le cas. Oui, c'est de la physique qu'on sait expliquer, mais savoir si c'est normal, c'est nous la cause, hein, c'est tout. C'est nous la cause. Si la mer recouvrait des continents il y a quelques siècles ou quelques... Pas quelques siècles, quelques En particulier, centaines de millions en d'années. particulier pendant le tertiaire, Oui. et si maintenant ils ne sont plus recouverts par la mer, c'est pas dû à la différence de montée ou à la descente des mers, que je ne veux pas nier actuellement, mais c'était tout simplement un plissement géologique. Alors, il y a ça aussi, bien sûr. Et puis non, mais bien sûr, à ces échelles de temps là dont on parlait tout à l'heure, les échelles des temps géologiques, en fait, la hausse du niveau des mers, c'était principalement dû. Alors, il y a deux causes là. Il y a aussi le dioxyde de carbone qui était émis par les volcans. Il y a eu des périodes dans l'histoire géologique de la Terre, il y a 250 millions d'années, 200 millions d'années, où il y a eu une énorme activité volcanique, voilà, donc beaucoup de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une première cause de réchauffement et d'élévation au niveau des mers, mais surtout à l'échelle des temps géologiques, c'est la tectonique, les phénomènes tectoniques, avec l'expansion des fonds océaniques et la diminution ou l'augmentation de la taille des bassins océaniques, ça dépend des régions. Et oui, mais ça, on sait bien l'expliquer. Mais là, aujourd'hui, on est face à d'autres causes, c'est tout. La tectonique, là, elle ne joue pas du tout. De même, il y a encore d'autres causes, par exemple, quand on parle du dernier million d'années avec ces cycles glaciaires interglaciaires, c'est encore d'autres causes, là, c'est lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, qui évolue sur des échelles de temps de 20 et 40 000 ans, et donc l'insolation dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, suivant l'inclinaison de l'axe, elle est plus ou moins importante et elle peut conduire à des glaciations, etc. Donc il y a des causes différentes suivant les échelles de temps. Là, aujourd'hui, on est face à un phénomène qu'on comprend bien, qu'on sait expliquer, et qui est extrêmement rapide, mais bien sûr qui n'a pas d'une ampleur des phénomènes du passé de la Terre, du passé géologique de la Terre. Heureusement, bien sûr, sinon ça serait dramatique.
Excusez-moi. J'ai une question par rapport à la production de CO2. Au départ, vous avez parlé de la production de CO2 qui était entre autres liée à la déforestation. Vous pensez... En fait, c'est pas une production, mais comme... Voilà. C'est la non-consommation. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que la végétation, elle absorbe le CO2 pour sa croissance. Quand on coupe les arbres, eh bien, voilà, il n'y a plus d'absorption et donc ça fait... Ouais, on ne devrait pas dire une production parce que c'est pas correct, vous avez raison. Mais tout à fait. Madame, votre prestation m'a beaucoup intéressé. Hein, j'apprends des choses, mais il y a longtemps que j'ai des réflexions un peu là-dessus. Alors voilà, la couche d'ozone, on en parlait il y a 10, 20 ou 30 ans, on n'en parle plus. Pourquoi? Si, on en parle un peu encore, nous, on parle chez les scientifiques. C'est le CO2 qui a remplacé l'ozone. Non, mais c'est deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Le problème du trou d'ozone, on connaît la cause, vous savez, c'était les CFC. Voilà, il y a eu le protocole de Montréal en 1992 où les humains ont décidé de faire quelque chose et de plus émettre ces gaz réfrigérants, là, je ne sais pas trop comment on dit. Et la couche d'ozone, elle s'est... le trou d'ozone est en train de se refermer. Oui. Il n'est pas complètement refermé, mais il est en train de se refermer. Donc on a pris les mesures pour un phénomène qui impactait aussi une partie de l'humanité, en particulier l'hémisphère sud, parce que c'était surtout le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique qui était concerné. Et on sait d'ailleurs que le taux de cancer en Australie, c'est pas bon, hein, oui, c'est ça. Mais enfin, le trou d'ozone est en train de se refermer, donc on a pris les bonnes mesures. Aujourd'hui, on parle du CO2 parce que le trou d'ozone, c'est peut-être moins un problème, puisqu'on a trouvé des solutions, et on parle du CO2 parce que là, on n'a pas encore trouvé. On connaît les solutions, mais on ne les a pas encore mises en œuvre, et les impacts, parce que moi, je vous ai parlé que d'un phénomène. Personnellement, ce que je pense, bon, moi c'est mon sujet d'étude, alors ça m'intéresse bien sûr, mais ce que je pense, c'est que parmi les conséquences du réchauffement climatique, ce que je trouve beaucoup plus inquiétant que la hausse lente du niveau des océans, c'est les phénomènes extrêmes, les tempêtes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Enfin, avoir une tempête, là, Miguel, au mois de juin, je crois qu'on n'a jamais vu ça en France, il me semble qu'on n'a jamais vu ça. Les tempêtes deviennent de plus en plus, pas fréquentes, mais intenses. Les cyclones tropicaux, c'est pareil. Les inondations, moi des fois dans certaines conférences, bon, pas forcément exactement sur ce sujet-là, je montre une carte des désastres majeurs, tout désastre confondu, c'est-à-dire les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, enfin les phénomènes hydrométéorologiques, etc., les feux comme en Californie. Et ben, c'est les inondations qui dominent sur la planète au cours des, je sais pas, 20, 30 dernières heures, même au cours du XXe siècle en fait, et puis ça va en s'intensifiant. Donc les inondations et tous les vagues de chaleur, enfin tous ces phénomènes extrêmes, je considère que c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant pour les humains. Et surtout qu'on ne sait pas les prévoir, et, enfin longtemps à l'avance, et puis on ne sait pas comment s'en prémunir. Quand au niveau de la mer, on peut toujours construire des digues ou s'en aller, mais les événements extrêmes, moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant. Non, d'autres questions, j'en ai plusieurs. Ah, d'accord. Je crois 1957, en Corrèze, il a fait moins 35 degrés. Cette année, à Chicago, il a fait moins 54 degrés. Comment on peut expliquer ça avec un réchauffement de la planète? Oui, mais bon, ça c'est la question classique de différence entre la météo et le climat. Le climat, vous savez bien, c'est la météo en moyenne sur plusieurs décennies. Donc là, on parle de tendance à long terme. Ça ne veut pas dire que sur l'échelle de temps de quelques jours, ou voire peut-être une semaine ou deux, on a des épisodes très positifs ou très négatifs.
Parce que la variabilité climatique naturelle, elle existe toujours, de toute façon. Donc, et alors en plus de ça, moi j'ai lu récemment, bon, c'est pas mon domaine d'expertise, mais j'ai lu récemment que effectivement en Amérique du Nord, on a tendance à avoir des hivers très froids depuis quelques années, mais c'est lié au réchauffement de l'Arctique. Alors pourquoi je ne saurais pas vous expliquer, bon, mais vous savez que l'Arctique, l'océan Arctique, c'est la région du monde qui se réchauffe le plus. En moyenne, on a vu que c'était 1 degré, plus 1 degré, je vous ai dit tout à l'heure. En Arctique, c'est plus 3 degrés. Si vous prenez l'océan Arctique et puis la Sibérie, enfin c'est plus 3 degrés. C'est la région du monde qui se réchauffe le plus. Alors, juste pour vous dire pourquoi, eh bien, c'est parce qu'il y a un phénomène d'amplification, la banquise fond. J'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet là. La banquise, elle fond de plus en plus, vous le savez. Et quand il y a une banquise dans l'océan Arctique, elle renvoie le rayonnement solaire. Et par contre, quand la banquise disparaît, eh ben, le rayonnement solaire, il va réchauffer l'océan. Donc il y a un phénomène d'amplification dans l'océan Arctique qui fait que l'océan Arctique est la région du monde qui se réchauffe le plus. Et ces phénomènes d'hiver ponctuels, quand même très ponctuels, d'hiver très froid en Amérique du Nord, et encore une fois, je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi, mais parce qu'il faudrait que je relise, c'est lié au réchauffement de l'Arctique. Donc c'est pas du tout incompatible. Et puis encore une fois, météo-climat, c'est pas tout à fait la même chose. En France, c'est pas exclu que même dans un contexte de réchauffement climatique, dans le futur, on ait des hivers assez froids. Mais n'empêche quand même que moi j'habite à Toulouse. Depuis assez longtemps, il y a pas mal de temps, il y avait encore de la neige à Toulouse en hiver, mais là, depuis quelque temps, il n'y en a plus. Il neige plus jamais. Enfin, bon, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène lent, donc on commence à voir les effets, et puis il y a la variabilité naturelle du climat qui se superpose à ça, qui existe toujours, elle n'a pas disparu. Bon, troisième remarque. Bon, vous avez parlé des satellites qui tournaient autour de la Terre. Oui, bah bon, oui. Elles décrivent normalement un cercle. Pas tout à fait, une Pas ellipse. tout à fait. Plutôt une ellipse. Non, je me pose la question, comment vous arrivez à mesurer exactement à un la centimètre position près par rapport à l'eau? Est-ce que moi je considère que c'est un cercle. Si c'est un cercle, est-ce que le rayon de ce cercle, c'est par rapport au noyau de la Terre? Oui, par rapport au centre de masse de la Terre, oui, normalement, oui, c'est ça, tout à fait. Bon, alors comment on mesure? Bon, je peux vous dire simplement, on a des réseaux de balises, on va dire, tout autour de la Terre, par exemple des stations laser, il y en a une en France, à côté de Grasse, là, qui envoie des rayons laser sur le satellite, qui sont munis de réflecteurs, et on mesure la distance comme ça depuis partout sur la Terre. Il y a d'autres types de mesures, il y a les satellites GPS aussi qui permettent de mesurer. Donc on mesure la position du satellite partout avec ces réseaux de mesure, des distances ou des vitesses relatives, etc. Ça ne suffit pas, on utilise les équations de la mécanique céleste, on mouline tout ça, et puis on a la position des satellites. Et ça, je peux vous dire qu'on sait très bien faire, ça fait quand même 60 ans qu'on lance des satellites, et au fil des années, la France en particulier, parce que la France était une pionnière quand même dans l'exploration spatiale, mais tous les pays maintenant, la Chine, etc., l'Inde, ils savent très bien positionner les satellites dans l'espace. Bon, pour vous amuser un peu, j'ai toujours considéré que la fonte des glaces, c'était amener une baisse du niveau. Pourquoi? Je peux vous donner mon raisonnement qui doit être complètement faux, mais enfin, un iceberg. Ah oui, mais... 90% sous l'eau et 10% au-dessus de l'eau. Bon, la densité de l'iceberg, pardon? Je vous réponds tout de suite. L'iceberg, c'est le problème du glaçon dans le verre d'eau. Quand le glaçon fond dans un verre d'eau, ça ne fait pas monter le niveau de l'eau dans le verre. Et bien, l'iceberg, il flotte déjà. Donc, il ne fait pas monter le niveau de la mer, l'iceberg. Là, moi, j'ai parlé des glaces qui étaient des glaces continentales. Quand les glaces des glaciers de montagne ou de l'Antarctique, du Groenland, qui étaient placés sur un continent, sur un socle rocheux,
va dans la mer, enfin fond, l'eau va dans la mer, oui, ça fait monter le niveau de la mer. Mais votre iceberg, il ne fait pas monter le niveau de la mer. Mais c'est une masse qui a une densité inférieure à l'eau qui tombe dans l'eau. Donc ça ne peut que continuer ainsi. Hein? Me semble-t-il. Non. Hein? Parce que c'est à la masse d'eau que vous rajoutez dans... Mais c'est exactement... C'est le problème de l'eau, du robinet que j'ai montré tout à l'heure, comment on allumait le robinet dans votre baignoire. Votre eau, qu'elle soit chaude ou froide, même si elle est froide, par exemple, ou chaude, je sais pas, elle va pas faire baisser le niveau de la baignoire. Ben, c'est pareil. Le bassin océanique, il a une forme, et puis vous rajoutez de l'eau. Non, mais il s'agit du solide avec le liquide. Hein. Attention, on ne met pas de la masse dans une baignoire. Bon, j'arrête. Question, donc, je repars. Est-ce que le niveau de... Oui, pardon. Je me suis souvent interrogée sur les raisons de ce qui s'est passé en 1999 dans l'Aude. Et quelques mois après cet événement tragique, j'ai lu un article dans Le Monde qui disait que c'était un raz-de-marée. Mais je ne l'ai lu nulle part ailleurs. Et j'aimerais savoir... Vous parlez quoi d'une inondation En 1999, quand on a été largement inondé dans l'Aude. C'était en novembre. Oui, c'est les tempêtes. Peut-être pas que dans l'Aude, mais moi je vivais dans l'Aude et j'étais touchée dans l'Aude comme beaucoup de gens. Ouais. En 1999, il y a eu les tempêtes hivernales, il y a eu 2 tempêtes à quelques jours d'intervalle. C'était le 12 novembre. Alors c'est autre chose, parce que là vous parlez d'une inondation, parce que les tempêtes de 1999, elles sont arrivées au moment de Noël. Hein. Oui, mais non, mais c'était bien avant. Oui, d'accord. Mais non, c'est pas un raz-de-marée. Je pense que c'est les événements, au mois de novembre, c'était la fin des événements cévenols, qui arrivent, qui sont classiques dans la région, parce que la Méditerranée, elle est très chaude. Pardon? C'était semblable à ce qui s'est passé le 15 octobre. Oui, c'est les événements cévenols, avec des conflits de masse d'air plus froids qui viennent du nord, de l'air chaud qui vient de la Méditerranée, parce que c'est l'époque, enfin pas en novembre, mais en septembre-octobre, où la Méditerranée, qui a accumulé la chaleur pendant l'été, elle est la plus chaude. Donc il y a des conflits de masse d'air, et puis ça fait ces événements, ces précipitations catastrophiques qu'on appelle les événements cévenols. C'est pas du tout un raz-de-marée. Si on localise la production de CO2, parce qu'en clair, la production des Français, quel est l'impact sur le niveau des mers propre à la France? De quoi sommes-nous responsables? Je ne peux pas vous répondre. Je ferai le calcul et je vous dirai, mais je ne sais pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, vous vous rappelez, une des figures au début montrait qu'en Europe, les émissions elles sont en train de diminuer. Et j'ai vu un article récent, un article scientifique, qui montrait que dans 18 pays d'Europe, les émissions diminuent, dont la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, la Bulgarie, l'Italie, etc. Et ça, c'est bon signe. Par contre, vous dire l'impact sur la hausse du niveau des mers, je ne sais pas du tout. C'est un petit calcul qu'on... C'est un calcul que je... Ah oui, c'est rien du tout, c'est sûr. Hier... C'est pareil, chaque goutte d'eau est importante. Hein. Je crois que tu aurais eu la réponse hier, par Joël Collado, qui a montré que c'était les pays comme la Chine qui en faisaient beaucoup plus. C'est l'Inde, oui, c'est l'Inde. Mademoiselle. À quoi c'est dû exactement la fonte des glaces? Eh bien, comme j'ai expliqué, c'est parce que la Terre se réchauffe, et la mer se réchauffe, et l'air se réchauffe, et donc la glace fond. Bah, tu sais, je suppose que tu as déjà sorti un glaçon de ton congélateur,
où il fait très froid, et puis tu l'as mis, je sais pas moi, dans un verre d'eau, à température ambiante, il va finir par fondre, c'est parce que la température dans la pièce est plus élevée que dans le congélateur. Donc à l'échelle de la Terre, là, bah, c'est la même chose, en gros. Oui, mais alors pourquoi au début, par exemple, avant qu'il y ait ce réchauffement climatique, il y avait des glaciers et ils fondaient pas forcément? Bah, parce qu'il faisait moins chaud. C'est juste pour ça.